Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous pétez la forme aujourd'hui. Vous êtes bien là, assis sur votre canapé après un bon footing ou une bonne journée de travail? Eh bien, c'est parfait. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps et nous allons plonger dans nos racines gallo-romaines en découvrant à travers cette vidéo un monument injustement méconnu du grand public. J'ai nommé le temple d'Auguste et de Livie dans la ville de Vienne, en Isère. Ce temple, j'en avais déjà parlé, assez rapidement, il est vrai, dans une précédente vidéo présentant la ville de Vienne. Une ville dont la quantité de ruines, et en particulier de ruines gallo-romaines, est étonnamment grande proportionnellement à sa taille. 30 000 habitants aujourd'hui, soit exactement la même population qu'il y a 1800 ans lorsque Vienne occupait le rang de colonie romaine, statut alors le plus élevé suivant la juridiction du monde romain, car il faut savoir qu'il y avait différents statuts et qu'en fonction du statut, vous n'aviez pas les mêmes droits. Par exemple, dans une colonie simplement de droit latin, eh bien, seuls les magistrats étaient citoyens, tandis que dans une colonie de droit romain, eh bien, tout le monde l'était. Et de façon plus concrète, ça se traduisait également par une exemption d'impôts fonciers pour les colonies de droit romain. Et ainsi rivaliser avec Lyon, alors Lugdunum, pour le titre de ville la plus prestigieuse du monde gallo-romain. Sa localisation au confluent du Rhône, de la Gers et du ruisseau de Saint-Marcel, et non loin du confluent plus important du Rhône et de la Saône occupé par Lugdunum, ainsi que son site protégé par 5 collines, les monts Salomon et Arnaud, et les collines de Sainte-Blandine, de Pipet et de Saint-Just, en firent alors, dès son accession au rang de colonie latine en 50 avant notre ère, lorsqu'elle accueillit des soldats de César durant la guerre des Gaules, première occupation romaine attestée pour cette ville gauloise, une ville privilégiée. Paradoxalement, c'est même une catastrophe naturelle, un tremblement de terre sous le règne de Caligula, qui a enrichi la cité grâce à des compensations financières, lui donnant l'aspect qu'on lui connaît à travers ses vestiges. La cité, située au carrefour d'axes nord-sud et est-ouest, est un pôle commercial important, produisant et vendant du blé, mais aussi développant un artisanat de qualité autour du plomb, des foulons et du vin, dont celui des allobroges, du nom du peuple gaulois qui occupait le territoire à l'arrivée des Romains et qui donnera son nom, l'allobrogica, qui sera chanté par le poète Martial. Mais comme toutes les cités du monde romain, Vienne connaîtra un déclin à partir du IIIe siècle, époque où la rive droite du Rhône sera complètement désertée, abritant jusqu'alors un quartier résidentiel occupé par des entrepôts, des domus et un marché où on a retrouvé de somptueuses mosaïques à Sainte-Colombe ces dernières années, avant de succomber aux Burgondes lors des grandes invasions vers 465-470. De cette époque, Vienne a laissé de nombreux vestiges dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais si je ne devais en retenir qu'un seul, eh bien je pense que le temple d'Auguste et de Livie figurait en assez bonne place. Pourquoi? Eh bien, allons droit au but. Il s'agit d'un des deux seuls temples dédiés au culte impérial encore en élévation en France, et de surcroît le plus ancien. Peut-être le connaissez-vous, mais assurément, même si vous n'êtes pas très calé en histoire antique, vous connaissez l'autre, la célébrissime maison carrée de Nîmes. Or, celle-ci est plus récente. Elle date du début du 1er siècle après Jésus-Christ, tandis que le temple viennois, lui, date du dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et quand on le voit et qu'on apprend ça, on ne peut qu'être saisi d'émerveillement et pris par un sentiment de grandeur. On en est fier, certes, mais en fin de compte, à quoi il servait ce temple au juste? Afin de consolider le pouvoir impérial dans les provinces conquises, celui qui deviendra plus tard empereur, rappelons que pour le moment Auguste ne se définissait pas comme tel, mais comme princeps, le premier des princes du Sénat, dans son intention tout à fait officielle de sauver la République, eh bien il fallait s'assurer de l'appui des notables locaux et éviter que des révoltes, comme celle de Florus et Sacrovir en 21, puis celle de Vindex en 68, ne troublent l'ordre public. Et dans la religion polythéiste des Romains, l'empereur lui-même était vu comme un dieu, ou plutôt un dieu en devenir après sa mort, et lui rendre un culte à cet effet était vu comme un signe d'allégeance manifeste à l'Empire. Mais la construction du temple n'est même pas issue de la volonté d'Auguste. Ce sont les Viennois eux-mêmes qui l'ont fait construire pour le remercier de les avoir graciés en 27 avant notre ère, après que les Viennois aient chassé de leurs terres des citoyens romains, les futurs fondateurs de Lugdunum. D'où l'animosité qui persistera durant tout l'Empire entre ces deux villes. Effectivement, en 68 de notre ère, eh bien, la ville de Vienne va décider le siège de Lugdunum
étant donné que Lugdunum défendait le pouvoir de Néron, tandis que Vienne soutenait la révolte de Vindex, qui lui-même soutenait l'adversaire au titre impérial, c'est-à-dire Galba. Cependant, il y aura un retournement de situation. Finalement, c'est Vitellius qui va arriver au pouvoir et du coup, les Lyonnais vont appeler au siège de la ville de Vienne. Siège qui ne se fera pas, en tout cas il n'y aura pas de destruction de la cité, mais cette animosité entre les deux cités va perdurer, y compris au Moyen-Âge, avec la rivalité qui va opposer l'archevêque de Vienne au primat des Gaules de Lyon. Comme tous les temples gréco-romains, le temple d'Auguste et de Livie n'était pas destiné à accueillir les fidèles, car l'entrée n'était autorisée que pour les prêtres et prêtresses qui pénétraient alors dans la cella, une pièce interne qui abritait la statue de l'empereur, bien que le temple fût situé en plein cœur du forum, sur la place Charles de Gaulle à Vienne, et dont l'entrée est était située au niveau du jardin de Cybèle qui abritait une basilique, une assemblée des décurions et un quartier d'habitation. Dans le cas de Vienne, il devait honorer Auguste, mais aussi son épouse Livie. Ce qu'on peut deviner en interprétant l'emplacement des trous sur l'architrave qui servait à fixer les lettres de bronze. On a ainsi une première inscription datant du vivant d'Auguste qui lui est dédiée sur la frise, et une deuxième datant de 42, soit l'année où l'empereur Claude divinisa la femme d'Auguste 13 ans après sa mort sur l'architrave. Indépendamment de ces inscriptions, on peut relever deux phases de construction. Une première datant du règne d'Auguste et concernant donc la partie postérieure du temple, le mur du fond construit en calcaire du Midi, les piliers et les premières colonnes sur les côtés latéraux. Une deuxième concernant toute la partie antérieure datant de Claude et construite en pierre de choin est également constatée. Peut-être que ce déphasage est lié à une catastrophe naturelle, à un incendie ou le fameux séisme peut-être, on ne sait pas. Ce temple, dont l'attestation archéologique de l'autel plutôt situé à l'extérieur n'a jamais pu vraiment être prouvée, était de type pseudo-périptère ciné-portico, c'est-à-dire dont la colonnade arrière était remplacée par un mur comportant des chapiteaux corinthiens et mesurant 27 mètres de long, 14 mètres de large et 17 mètres de hauteur. Plus de 2000 ans nous séparent ainsi du début de la construction de ce temple. Mais une question nous vient alors à l'esprit, comment ce temple a bien pu être conservé? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître pour un temple païen, c'était grâce au christianisme qu'il a transformé en église, Notre-Dame de la Vie, jusqu'en 1792, non sans dommage toutefois, car pour les besoins du culte, on avait abattu la cella et on avait muré la colonnade. À partir de la Révolution, ce temple connut différents usages. Temple de la raison d'abord, puis ensuite tribunal de commerce et même musée. Il abritait notamment les collections de l'actuel musée, lapidaire, jusqu'à son ouverture en 1872. Et en 1852, l'inspecteur général des monuments historiques, Prosper Mérimée, décida sa restauration, après sa classification comme monument historique en 1840. On voulut lui redonner son aspect primitif. On reconstruisit la cella, on dégagea les colonnes, dont certaines datent de cette époque, ainsi que l'escalier d'accès au podium, avec son autel, dont rien n'indique cependant qu'il existait à cet emplacement dans l'Antiquité. Autour du temple, le dallage de la place a été restauré, ce qui nous donne le niveau du sol durant l'Antiquité. Une autre restauration a été faite en 2009 afin de protéger la toiture et de permettre son accès au public. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie ici de découvrir un petit peu mieux cette cité de Vienne qui n'est pas très loin de Lyon, à peine à une vingtaine de kilomètres au sud. Quant à moi, comme à mon habitude, je vous souhaite le meilleur, surtout donc faites-vous plaisir, mais tout en restant raisonnable bien entendu, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, ne prenez pas de risques. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.